Monsieur le Président national, Monsieur le Président régional, Madame la Présidente départementale qui nous accueille, puis je salue bien évidemment le maire de Rodez, mon ami Christian Tessèdre, les parlementaires de l'Aveyron, ici présents, députés et sénateurs, bien sûr Madame le Préfet, et puis vous tous ici, vous tous qui représentez ce monde rural. Je suis un rural et je suis fier de l'être. Je suis né près d'ici, à quelques dizaines de kilomètres, dans ce département du Cantal auquel je suis profondément attaché, et j'y suis toujours un élu local. La ruralité, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et je suis convaincu que c'est une force pour une nation comme la France. Et ce qui m'indigne, ce que je rejette, c'est la connotation parfois péjorative qui accompagne le mot rural. Je suis de ceux qui considèrent que la politique de ce pays ne peut pas se faire simplement dans le 6e et le 7e arrondissement de Paris. On m'a souvent dit ces derniers mois que j'étais une caution rurale. J'en suis fier. Car dans ce pays, il suffit de passer dans chacune de nos communes, d'y voir les monuments aux morts, pour savoir que la nation, c'est tout le territoire et à commencer par nos 36 000 communes. Nous avons bien sûr à répondre et je voulais vous dire, Monsieur le Président, que je salue votre discours dans tout son contenu, y compris les critiques. Car nous avons besoin à la fois de propositions, d'abord de propositions, mais aussi de l'expression de ce que celles et ceux qui habitent sur les territoires pensent. Et nous sommes à un moment où les évolutions sociologiques, les évolutions technologiques dans le monde entier se passent avec une accélération jamais connue dans l'histoire. C'est ça la réalité. Il faut être aussi conscient, en ouvrant les yeux sur ce qui se passe à nos frontières, à la fois en Europe occidentale mais ailleurs, que ces évolutions génèrent des bouleversements sociologiques, des bouleversements politiques auxquels il faut être très attentif. Il y a des difficultés dans notre pays. Il y en a aussi dans tous nos pays voisins. Ce qui vient de se passer au Brésil aussi est l'expression de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut être conscient que cette accélération des évolutions sociologiques et technologiques va avoir des conséquences à la fois politiques et sur la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est une certitude, c'est une réalité, que les conséquences peuvent être graves, y compris par la montée du populisme et des extrêmes dans tous les pays, avec les conséquences qui peuvent en découler. Et que nous avons donc le devoir d'anticiper plutôt que de subir ces évolutions. Et la difficulté de nos systèmes politiques, c'est qu'on a plutôt l'habitude de subir les évolutions que de les anticiper. Je suis de ceux qui croient à la capacité de la démocratie. La démocratie, c'est la représentation démocratique et nous n'avons pas encore trouvé de meilleur système malgré toutes les critiques qu'on peut apporter à la démocratie représentative. Et donc il faut y être attaché et faire en sorte aussi que ce que nous disons, ce que nous faisons, soit en adéquation avec les évolutions dont je viens de parler. C'est essentiel si nous ne voulons pas aboutir à des ruptures graves. Dans ce contexte, le monde rural est une richesse. Et d'ailleurs,
tout à l'heure, puisqu'on a bien voulu me donner quelques éléments de l'enquête que vous aviez lancée à juste titre, on voit que ceux qui y vivent sont très attachés à ce monde, mais qu'ils développent, et c'est une réalité, un sentiment d'abandon, parfois justifié, parfois moins justifié. C'est comme le ressenti du froid. Et étant aurillacois, le froid, je sais ce que c'est. Et donc, face à cela, il n'y a que de bonnes solutions à trouver. Et Monsieur le Président, en parlant d'innovation, en parlant de modernisation, vous avez utilisé les bons mots. Nous avons, par rapport à ces évolutions, le devoir non seulement de les accompagner, mais si possible, je l'ai dit, de les anticiper et de les précéder. Alors je vais essayer. Vous voyez, bon, on me prépare beaucoup d'éléments de langage dans mon équipe. J'ai l'habitude de ne m'en servir pratiquement jamais. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons éléments de langage. Mais ça veut dire que je préfère vous dire ce que je pense et j'ai l'habitude de faire ce que je dis. Face à ces évolutions, et vous avez très justement, Monsieur le Président, axé une partie de votre intervention sur le numérique, sur la fracture numérique. C'est une évidence. Nous avons déjà mal vécu la fracture de la mobilité. Moi, j'ai constaté dans mon département que la mobilité, ça se passe moins bien aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ça interpelle. Sur le numérique, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une fracture numérique. Elle existe en ce moment et les engagements pris par le président de la République sont clairs, fermes et nous sommes en train justement de mettre en place les instruments pour lutter contre cette fracture et pour l'effacer. Il y a plusieurs dispositions qui ont été prises. D'abord sur la téléphonie mobile, et je vais en parler rapidement. Mais avant de parler de téléphonie mobile, moi qui suis de ces territoires, j'ai expliqué très clairement au PDG d'Orange que pour ceux qui n'ont pas encore une bonne téléphonie mobile, quand il y a des coupures de la téléphonie fixe et qui mettent des mois à réparer, c'est intolérable dans la 6e puissance mondiale. Et que quand on a une obligation de service universel, il faut la respecter. Et sachez que ce n'est pas simplement un discours que je tiens, que je leur ai dit très clairement que la situation actuelle était intolérable. En ce qui concerne la téléphonie mobile, nous avons ces derniers mois mis en place des avancées très fortes au niveau de mon ministère avec l'accord dit New Deal avec les 4 opérateurs qui va permettre de résorber la question des zones blanches, d'accélérer la mise en place par chaque opérateur de 5000 sites en mutualisant, en obligeant à la mutualisation des sites, parce que quand vous êtes, ça m'est arrivé hier dans le Puy-de-Dôme, dans une salle près du Puy-de-Dôme, où mes voisins, leur portable fonctionnait parce qu'ils étaient Orange, et moi ça ne fonctionnait pas parce que j'avais Bouygues. Vous me direz, vous n'avez qu'à changer. Bon, mais ça serait mieux si on mutualisait, et c'est ce que l'on va faire. Et puis, nous avons conclu un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'État fait des efforts sur les fréquences, en leur garantissant les fréquences pour leur avenir. C'est plus de 3 milliards. Et eux, ils se sont engagés à mettre 3,3 milliards sur le développement de la téléphonie mobile de manière contraignante. C'est-à-dire avec des obligations, ils ont accepté de signer des obligations contraignantes. Ce qui me permet de vous dire que très clairement, très fermement, cette question de la téléphonie mobile va avancer de manière spectaculaire dans les quelques années qui viennent. Et c'est indispensable. Et sur la question du numérique, c'est-à-dire parce que passer à la 4G,
partout, d'ici fin 2020, c'est l'accès à Internet partout. Et ça, c'est indispensable. C'est la garantie pour nos territoires. Mais il y a aussi, bien sûr, la fibre optique, et là-dessus, les accords que nous avons passés à l'appui des collectivités locales. Parce que tout cela n'est possible que dans un partenariat étroit avec les collectivités locales, que ce soit les conseils régionaux, quand ce sont eux qui ont pris le pilotage, quand ce sont les conseils départementaux, parce que ça existe aussi. Et très clairement, les choses vont avancer vite. D'ailleurs, l'Aveyron, en travaillant de manière conjointe et solidaire avec la Lozère et le Lot, a pris des initiatives tout à fait positives et que je tiens à saluer. Donc, ce sujet, on le connaît et on l'a pris à bras-le-corps. C'est un engagement formel du président de la République. Mais quand on a les infrastructures, ça ne suffit pas. Il faut s'en servir. Et nous avons aussi, et je sais les efforts que vous faites, vous, à ce niveau-là, il faut que nos concitoyens de tous âges et de toutes conditions puissent avoir accès au numérique quand l'infrastructure existe. Et là, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de travail et nous en sommes parfaitement conscients. Là-dessus, je pense aussi, et je salue l'initiative que vous venez de prendre sur 25 départements, mais il y a aussi, et nous allons enclencher un processus de développement des maisons de services au public. Il y en a déjà 1200, mais il faut les développer. Nous sommes dans une période un peu d'expérimentation et qui doit déboucher après l'année 2019 sur un déploiement important avec une volonté, c'est que dans ces maisons de services au public, l'accès, la formation au numérique soit une des priorités. Donc c'est un sujet qui est vraiment pris en compte par le gouvernement. Je n'oublie jamais les Outre-mer et j'en reviens, madame. J'y étais avec le président de la République et vous savez, on ne les oublie pas. Et vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ce que je pense très clairement. J'étais à la Guadeloupe avec le président de la République, à la Martinique, à Saint-Martin. Le président a posé la première pierre du CHU de la Guadeloupe. 580 millions d'euros à 100% à la charge de l'État. Je ne pense pas qu'on oublie l'outre-mer avec de telles mesures. Et je peux en citer d'autres. Parce que, et cela a été très bien dit par le président, la ruralité, ça ne doit pas être le concert des lamentations, mais le concert des propositions. Et pour être un rural, je sais de quoi je parle. Et autre sujet qui est important pour nous, celui de la question médicale. Et la question médicale, c'est un sujet très préoccupant. Nous avons besoin de conforter nos hôpitaux, parce qu'avoir des CHU qui fonctionnent, c'est très bien. Mais nous devons avoir entre les CHU un maillage d'hôpitaux qui permettent de tenir sur le territoire une capacité de soins, avoir aussi, quand c'est nécessaire, des hélicoptères à disposition et avoir des médecins. Et les mesures c'est un sujet qui est entendu. Les dispositions que vient de prendre la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, que ce soit sur la fin du numerus clausus pour les médecins, sur la création de 4000 postes d'assistants médicaux, sur le remboursement des opérations de télémédecine. Je pense que ce sont des signaux importants qui ne sont pas encore forcément suffisants, mais qui correspondent à la prise en compte de ce besoin indispensable. Parce que pour vivre dans nos territoires, il faut évidemment du numérique, il faut de la santé, il faut de l'éducation et il faut de l'emploi. Voilà la réalité. Et il faut aussi considérer que nous avons des territoires ruraux qui ont des capacités exceptionnelles. Moi, dans le travail du Commissariat général à l'égalité des territoires, on a fait un certain nombre d'enquêtes. Là où il y a le plus d'emplois productifs en France, ça paraît surprenant, mais c'est dans les territoires ruraux. Quand on dit ça, on a l'impression de dire une énormité, c'est la réalité. On va lancer les territoires d'industrie, bien sûr, c'est aussi une nécessité. On a besoin de conserver des services publics. Vous savez, j'en suis le premier convaincu, parce que ce soit en matière d'éducation,
que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'administration, Madame le Préfet. Il y a quelques semaines, une circulaire vous a été envoyée à tous les préfets pour dire que l'échelon pertinent de développement de l'action des services de l'État, c'était le département. Et je pense que c'est important, parce que c'est le bon échelon pour les services déconcentrés. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas non plus tout diriger des capitales régionales, des grandes capitales régionales, et que l'action de l'État, elle doit se faire au niveau déconcentré, à l'échelle des départements. Et j'y tiens. Je viens ce matin de signer une convention avec mon ami Christian Tessed, le maire de Rodez, sur un dispositif que j'ai lancé sur les villes moyennes, avec des financements importants, 5 milliards d'euros pour 222 villes moyennes. Parce que ces villes moyennes, ces pôles de centralité entre les métropoles, sont indispensables et que nous devons, au niveau de l'État, faciliter la réalisation de leurs projets, accélérer la réalisation de ces projets en faisant confiance aux élus locaux. La caractéristique de ces projets qui sont importants pour le monde rural, parce qu'une ville moyenne, elle est en osmose permanente avec les territoires ruraux qui l'entourent. Une ville moyenne qui va mal, le territoire rural autour va mal et réciproquement. Donc c'est un dispositif important, c'est 5 milliards d'euros, mais qui est à disposition des élus locaux. Le comité de projet, il est présidé par le maire, pas par le préfet. Madame le préfet, je vous l'ai dit, les services de l'État sont là pour être facilitateurs. Alors, et c'est le message que je passe partout, chaque fois que je rencontre un préfet ou un SGAR. Faciliter, il y en a assez de la complexité administrative. Un des soucis une des difficultés de ce pays, et je suis un juriste, donc en partie coupable, mais c'est que nous sommes excellents pour fabriquer de la loi, mesdames et messieurs les parlementaires, j'en suis un. Nous sommes excellents pour fabriquer de la loi et du règlement, et des circulaires, et des arrêtés. Si nous pouvions exporter cette capacité, ça comblerait le déficit de la balance des paiements. Mais nous nous sommes lancés dans une opération de simplification. C'est très difficile. Je viens de le vivre sur la loi Elan sur le logement, qui est une loi de simplification. Je peux vous assurer que dans notre pays, c'est compliqué de simplifier. Mais que c'est pourtant une nécessité, parce que ça nous fera gagner du temps, ça permettra le développement économique et ça facilitera la vie de nos concitoyens, qui souvent ne font même pas appel aux droits qu'ils ont parce que c'est trop compliqué. Et en particulier nos concitoyens les plus fragiles, et vous le savez mieux que d'autres. Et j'ai aussi entendu, au-delà de vos propositions, et vous avez totalement raison sur l'innovation, nous avons dans nos territoires ruraux de grandes capacités d'innovation. Si, vous savez, le dernier rapport que j'avais fait pour le Sénat, mes chers collègues, ça s'appelait « Les innovations technologiques dans les collectivités locales ». Il y a énormément de magnifiques innovations qui sont lancées dans les territoires ruraux. Le problème, c'est de les faire connaître et de les dupliquer. Et en plaçant ce congrès sous le signe de l'innovation, de la modernisation, c'est la bonne façon. Parce que cette image que, dans les milieux que je qualifie souvent de boboïstes parisiens, qu'ils ont des territoires ruraux, il faut que nous arrivions à l'éradiquer. Parce que l'avenir de la France, c'est autant, si ce n'est davantage, nos territoires ruraux et les millions de nos concitoyens qui y vivent, que les métropoles. Et je n'oppose jamais les deux. Jamais. C'est ça, l'avenir de nos territoires, c'est de donner cette image. On sait, nos concitoyens français savent qu'ils ont envie de vivre dans nos territoires, mais ils ont envie de vivre dans des territoires où ils trouvent les services auxquels ils sont habitués. C'est donc l'enjeu
des prochaines années, des prochains mois et des prochaines années. Alors j'ai entendu aussi, Monsieur le Président, vos critiques sur le coût des carburants et sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Je l'entends d'autant mieux que le département de France où le carburant est le plus cher, c'est le département du Cantal. Pourquoi ? Parce que nous sommes les plus loin des raffineries. Est-ce que c'est logique ? C'est un combat que j'ai souvent porté au Parlement et où je n'ai pas été entendu. J'espère pouvoir l'être dans les mois et les années qui viennent. Mais je l'entends, et vous avez raison. Parce que la mobilité, c'est aussi un enjeu considérable. Mais il faut aussi avoir confiance dans les évolutions. Il ne faut pas avoir peur des évolutions technologiques. Vous avez très justement rappelé, Monsieur le Président, que numérique, nouvelles technologies, robotique, c'est pour l'avenir, il faut le voir avec confiance. Parce que si on considère que ces évolutions, nous nous y opposons, eh bien nous en mourrons. Moi, je suis dans une ville où la robotique utilisée par une entreprise qui a 700 salariés a permis ces dernières années d'augmenter le nombre d'emplois. Donc il ne faut pas en avoir peur. Il faut être capable de s'y adapter, d'avoir les formations adéquates. Mais la mobilité, et vous avez raison, c'est un vrai sujet. Mais les innovations technologiques, la voiture autonome, elle existe. Je l'ai même essayé. Qu'est-ce qui freine ? Ce sont les contraintes administratives, parce que l'administration a du mal à s'adapter à la voiture autonome. Mais, Madame le Préfet, l'administration y arrivera. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous dire simplement et du fond du cœur, c'est que soyez fiers d'être l'expression du monde rural. Soyez-en toujours fiers, parce que c'est aussi l'avenir de ce pays. Et puis vous remercier au nom du gouvernement de ce que vous faites au quotidien, à la fois les salariés de vos associations, mais aussi tous les bénévoles qui font de ces territoires, qui donnent à ces territoires la capacité d'avoir un lien social, un lien entre les femmes et les hommes de ces territoires. Vous êtes, je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, mais parce que je le sais et que je le sens, vous êtes indispensables à la vie de ces territoires. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et bon congrès. Merci. Si vous voulez bien vous avancer, merci Monsieur le Ministre, on va immortaliser ce moment avec effectivement les présidents. Voilà, petit instant photo de famille avec président national, président régional et départemental et Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires. Voilà, merci à vous, merci beaucoup.